Le centre n'est pas un point sur une carte, ni même un lieu dans le corps. C'est un état où la conscience et l'être se rejoignent dans une parfaite harmonie, comme l'axe immobile d'une roue en mouvement. Cette image traditionnelle du Tao Te Ching révèle une vérité profonde. C'est dans l'immobilité que se trouve la source de tout mouvement. Comme l'enseigne Chuang Tzu, l'homme parfait utilise son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, ne refuse rien, il reçoit, mais ne conserve pas. Cette réceptivité pure caractérise l'état du centre véritable. Tel un miroir qui reflète fidèlement, sans s'attacher au reflet, le centre accueille toute expérience dans sa clarté originelle. Le centre dont parlent les maîtres taoïstes transcende la simple notion d'équilibre physique. Il est cet espace ineffable où tous les opposés se résolvent naturellement. Tel le pivot d'une balance, il ne penche ni d'un côté ni de l'autre, mais permet le jeu des polarités tout en demeurant immuable. Cette immutabilité n'est pas rigidité, mais stabilité profonde. Un maître taoïste écrit « Le centre véritable est comme l'eau calme d'un lac profond. Les vagues peuvent agiter la surface, mais les profondeurs restent tranquilles. » Cette métaphore révèle la nature double du centre. Immuable dans son essence, il permet pourtant toute manifestation. Dans la tradition taoïste, ce centre est associé au vide médian, cet espace subtil entre ciel et terre où s'harmonisent le yin et le yang. Les anciens textes le comparent au vide entre les rayons d'une roue. C'est ce vide qui rend le mouvement possible. Cette vacuité centrale n'est pas un néant stérile, mais une plénitude potentielle. C'est l'espace où la conscience pure rencontre l'être dans sa nudité originelle, avant toute différenciation. Le Huainanzi enseigne « Celui qui demeure au centre voit tous les chemins s'ouvrir devant lui ». Cette position centrale n'est pas géographique, mais ontologique. C'est l'état naturel de l'esprit avant qu'il ne se perde dans les extrêmes. Ainsi, le centre originel n'est pas à créer, mais à redécouvrir. Il est notre nature véritable, voilée par les identifications et les conditionnements. Sa redécouverte marque le début du véritable travail intérieur, car comme le rappelle le Tao Te Ching, connaître l'éternel, c'est être illuminé. Trouver son centre exige un lâcher-prise des identifications superficielles. Ce n'est pas une conquête de la volonté, mais un abandon des résistances qui nous maintiennent à la périphérie de nous-mêmes. Dans le silence de la méditation, ces couches de tension se dissolvent une à une, révélant la présence lumineuse du centre. Pour atteindre l'état naturel, commence par observer ce qui l'obscurcit. Cette observation patiente révèle les multiples voiles qui masquent notre nature véritable. Les pensées compulsives, les émotions réactives, les tensions physiques cristallisées, les schémas comportementaux rigides. Chacun de ces voiles demande une attention particulière, une dissolution progressive dans la lumière de la conscience. Ce processus demande patience et persévérance. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à ce que nous sommes, mais de retirer les obstacles qui nous empêchent de reconnaître notre nature véritable. Comme le sculpteur qui révèle la statue en retirant le surplus de pierre, le Huainanzi nous rappelle encore que le Tao ne peut être saisi par la force, mais seulement accueilli dans le silence. Cette approche non violente est essentielle. Toute tentative de forcer le dévoilement ne fait que créer de nouvelles tensions, de nouvelles résistances. C'est dans la douceur de l'attention bienveillante que les nœuds se dénouent d'eux-mêmes. La tradition compare ce processus au raffinement de l'or. Comme le métal précieux qui doit passer par le feu pour se libérer de ses impuretés,
l'être doit traverser l'épreuve de la conscience pour se libérer de ses identifications illusoires. Cette alchimie intérieure opère à plusieurs niveaux. Sur le plan physique, les tensions chroniques se dissolvent, permettant au QI de circuler plus librement. Sur le plan émotionnel, les blessures anciennes remontent à la surface pour être guéries dans la lumière de la conscience. Sur le plan mental, les croyances limitantes sont reconnues pour ce qu'elles sont, des constructions temporaires sans substance réelle. Le Neiyé ou classique de l'intériorité nous dit « Quand l'esprit est purifié, la nature originelle apparaît spontanément ». Cette purification n'est pas un processus moral, mais une clarification naturelle. Comme l'eau trouble qui redevient claire quand on cesse de la remuer, l'esprit retrouve sa limpidité originelle quand les agitations superficielles s'apaisent. Les obstacles au dévoilement du centre peuvent prendre des formes subtiles. Parfois, c'est le désir même d'atteindre le centre qui devient un obstacle. Comme le dit Chuang Tzu, celui qui cherche le Tao en s'efforçant s'en éloigne. L'art consiste à maintenir une pratique assidue tout en restant libre de l'attachement au résultat. Dans ce processus, le corps devient un allié précieux. Les tensions physiques sont comme des nœuds dans la corde de notre attention. En les relâchant consciemment, nous libérons aussi les nœuds plus subtils de l'esprit. Le maître taoïste, Wei Boyang, observe. Le corps est le creuset où s'opère l'alchimie du retour à l'origine. Ce dévoilement progressif transforme notre rapport au monde. Les situations qui autrefois provoquaient des réactions automatiques deviennent des occasions d'approfondir la présence. Les relations s'enrichissent d'une nouvelle qualité d'écoute et de compréhension. La vie elle-même est perçue comme un processus continu de dévoilement, où chaque instant offre une opportunité de retour au centre. La nature, dans sa sagesse silencieuse, déploie devant nos yeux les principes du Tao avec une éloquence que nulle parole ne saurait égaler. Observons l'arbre centenaire. Il ne s'efforce pas de grandir, ne lutte pas pour atteindre le ciel. Depuis son cœur profondément ancré dans la terre, sa croissance s'effectue naturellement, sans hâte ni retard, dans une parfaite harmonie avec les cycles des saisons. Chaque branche, chaque feuille, chaque racine se déploie selon une géométrie naturelle qui émane du cœur même de l'arbre. Dans les moments de tempête, ses branches peuvent ployer violemment, mais tant que son centre reste stable, l'arbre demeure inébranlable. Cette leçon nous révèle une vérité profonde sur notre propre nature. Tout comme l'arbre n'a pas besoin de décider de sa croissance, notre développement authentique jaillit naturellement de notre centre lorsque nous cessons d'interférer avec nos idées préconçues. Observons le mouvement des astres. Les planètes ne choisissent pas leur orbite. Elles suivent naturellement leur course autour du Soleil dans une danse cosmique d'une précision extraordinaire. Cette harmonie céleste n'est pas le fruit d'un effort, mais l'expression naturelle de la loi du centre. À l'échelle microscopique, les atomes nous enseignent la même vérité. Le noyau atomique, infiniment petit, et pourtant d'une densité inimaginable, maintient en orbite les électrons par sa présence silencieuse. L'eau maître zen de la nature nous offre peut-être l'enseignement le plus profond. Dans un lac paisible, chaque onde se propage en cercle parfait à partir du point d'impact. Ce mouvement concentrique n'est pas calculé, il est l'expression spontanée de la nature de l'eau lorsqu'elle n'est pas entravée. L'eau ne délibère pas sur sa façon de couler. Elle suit simplement sa nature. Les saisons elles-mêmes tournent autour d'un centre invisible.
Chaque transformation, du printemps à l'hiver, s'effectue sans précipitation ni retard. Rien n'est forcé, tout s'accomplit dans son temps propre. Ce rythme naturel nous rappelle que tout processus authentique demande du temps et ne peut être précipité. Vivre depuis le centre devient un art subtil qui imprègne tous les aspects de l'existence. Les gestes quotidiens se transforment en expression naturelle de cette stabilité intérieure. La parole devient plus juste, l'écoute plus profonde, le regard plus clair. Chaque action, même la plus simple, émane désormais d'une source de quiétude qui lui confère une qualité particulière. Comme l'enseigne le maître Li Tzu, celui qui vit depuis son centre ne cherche pas à agir. Et pourtant, rien ne reste inaccompli. Cette paradoxale efficacité naturelle caractérise l'action qui émane du centre véritable. Dans la vie ordinaire, cette stabilité se manifeste d'abord dans le corps. La posture trouve naturellement son équilibre, sans rigidité ni relâchement excessif. La respiration s'approfondit d'elle-même, créant un rythme harmonieux qui soutient chaque mouvement. Les tensions inutiles se dissolvent progressivement, laissant place à une présence incarnée. La relation au temps se transforme subtilement. L'urgence compulsive fait place à une conscience plus vaste du rythme naturel des choses. Chaque moment est vécu dans sa plénitude, sans projection vers le futur ni attachement au passé. Même dans l'action rapide, une qualité de présence demeure, comme le centre immobile d'une roue en mouvement. Le rapport à l'espace se modifie également. L'environnement n'est plus perçu comme extérieur à soi, mais comme une extension naturelle de notre présence. Les lieux familiers révèlent des aspects nouveaux, une profondeur insoupçonnée. Même les espaces contraignants peuvent être habités avec une liberté intérieure qui transcende les limitations physiques. Dans les relations avec autrui, cette qualité de présence rayonne naturellement. Sans effort pour convaincre ou impressionner, l'être centré communique une stabilité qui permet aux autres de reconnaître leur propre centre. Les échanges gagnent en authenticité. L'écoute devient plus profonde, moins interrompue par le besoin de répondre ou de se justifier. Comme le dit le Tao Te Ching, l'être véritable agit sans agir et enseigne sans parler. Les 10 000 êtres s'élèvent et il ne les refuse pas. Il les fait naître et ne les possède pas. Il agit et ne compte pas sur eux. L'œuvre accomplie, il ne s'y attache pas. Dans un monde qui ne cesse de se complexifier, la notion de simplicité, Pu, enseignée par le Tao Te Ching, résonne avec une pertinence particulière. Ce concept, souvent traduit par bois non travaillé ou simplicité naturelle, représente bien plus qu'une simple absence de complexité. Il incarne une sagesse profonde qui peut transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. La simplicité dont parle Lao Tse n'est pas celle du simplisme ou de la privation. Elle est plutôt semblable à celle d'un arbre qui, sans artifice, déploie naturellement ses branches vers le ciel, tout en maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol. C'est un état naturel qui précède toute sophistication, toute élaboration sociale ou culturelle. Dans les mots du sage, je n'ai que 3 trésors que je garde et préserve. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette trinité forme le cœur de la simplicité taoïste. Le retour à l'état naturel qu'évoque le Pu nous invite à un voyage paradoxal, celui du désapprentissage. Notre société moderne nous a habitués à accumuler connaissances, biens et expériences, considérant souvent que l'addition constante
constitue la voie du progrès. Le Tao Te Ching propose une direction radicalement différente, celle de la soustraction éclairée. Comme l'eau qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, la simplicité nous guide vers notre nature essentielle en éliminant ce qui l'obscurcit. Cette quête de simplicité s'exprime d'abord dans notre rapport aux choses matérielles. La frugalité, deuxième trésor mentionné par Lao Tse, ne doit pas être comprise comme une austérité forcée, mais comme une liberté reconquise. Chaque objet que nous possédons réclame une part de notre attention, de notre énergie, de notre liberté. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Le sage taoïste ne se demande pas tant ce qu'il peut acquérir que ce dont il peut se libérer. L'authenticité, dimension fondamentale du pu, émerge naturellement de cette simplification. Quand nous cessons de nous cacher derrière les masques sociaux et les artifices du paraître, notre vraie nature peut s'exprimer librement. Le Tao Te Ching nous enseigne que cette authenticité est comme l'eau pure, transparente, fluide, nourrissante. Elle ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Elle existe simplement pleinement. La compassion, premier des 3 trésors, découle naturellement de cette authenticité retrouvée. Quand nous sommes en paix avec notre propre nature, nous pouvons véritablement nous ouvrir à l'autre. Cette compassion n'est pas un effort moral, mais une expression naturelle de notre connexion fondamentale avec tous les êtres. Elle simplifie profondément nos relations en les libérant des jeux de pouvoir et des manipulations subtiles qui caractérisent souvent les interactions sociales. L'humilité, 3e trésor, couronne cette pratique de la simplicité. Elle n'est pas une posture de fausse modestie, mais la reconnaissance lucide de notre place dans le grand tout. Comme le dit Lao Tse, le sage se met en arrière et se trouve devant. Il s'oublie lui-même et se conserve. Cette humilité simplifie notre rapport au monde en nous libérant du besoin constant de nous affirmer, de nous comparer, de nous justifier. Dans notre époque marquée par la surcharge informationnelle, la course à la performance et l'hypercomplexité des relations sociales, le pu offre une voie de libération. Il nous rappelle que la vraie sophistication réside parfois dans le retour à la simplicité. Comme un jardin zen, dont chaque élément est soigneusement choisi pour créer un espace de contemplation, la simplicité taoïste nous invite à créer dans nos vies un espace où l'essentiel peut respirer. Cette simplicité n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans nos choix les plus ordinaires. Préférer le silence au bruit, l'être au paraître, l'authentique au sophistiqué. Elle nous invite à nous demander régulièrement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui nourrit véritablement notre être? La simplicité du pu représente peut-être l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Tao Te Ching pour notre époque. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et à savourer l'essentiel. Dans un monde qui court après toujours plus de complexité, le retour à la simplicité pourrait bien être la voie la plus sage et paradoxalement la plus sophistiquée, vers une vie pleine et authentique. Le vide est souvent perçu comme une absence à combler, un manque à remplir. Le Tao Te Ching propose une vision radicalement différente à travers le concept de Kong, où le vide devient non plus une absence stérile, mais une présence féconde, non plus un défaut à corriger, mais une vertu à cultiver. Lao Tse nous offre cette image saisissante. 30 rayons convergent au moyeu,
mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. Cette métaphore, d'une simplicité trompeuse, contient une profonde sagesse. Elle nous révèle que l'utilité des choses réside souvent non pas dans leur matérialité, mais dans l'espace vide qu'elles délimitent. Comme le moyeu du char qui ne peut remplir sa fonction que grâce au vide en son centre, notre existence trouve son sens non pas dans l'accumulation, mais dans les espaces de possibilités que nous savons préserver. Cette sagesse se manifeste dans d'innombrables aspects de la vie quotidienne. Considérons une maison. Ce ne sont pas les murs qui la rendent habitable, mais l'espace vide qu'ils délimitent. Un vase n'est utile que par son vide intérieur capable d'accueillir. Une partition musicale ne prend vie que par les silences qui ponctuent les notes. Le vide n'est pas une absence de quelque chose, mais la condition même de la présence et de l'utilité. Le Kong nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au monde. Dans une société obsédée par l'accumulation et la possession, où le succès se mesure souvent à la quantité de ce que l'on possède ou produit, le vide apparaît comme une sagesse subversive. Il nous rappelle que la vraie richesse peut résider dans ce que nous choisissons de ne pas remplir, dans les espaces que nous préservons délibérément. Cette conception du vide s'étend à notre vie intérieure. La pratique de la méditation, si centrale dans la tradition taoïste, ne consiste pas à remplir l'esprit de pensées positives ou de visualisations complexes, mais à créer un espace de vacuité où la conscience peut s'épanouir naturellement. Comme le dit un autre passage du Tao Te Ching, « Vide ton esprit de tout souci, garde ta paix intérieure. Malgré l'activité des êtres, observe leur retour. » Le lâcher-prise, aspect essentiel du Kong, ne doit pas être compris comme une forme de passivité ou de résignation. C'est au contraire une pratique active et consciente qui demande souvent plus de courage que l'action. Lâcher prise, c'est faire confiance au vide. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, planifié, organisé. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'atteindre un objectif est de créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse se manifester naturellement. Dans nos relations interpersonnelles, le Kong nous enseigne la valeur des espaces non remplis. Une conversation profonde n'est pas faite que de mots, mais aussi des silences qui permettent à la compréhension de s'installer. Une relation saine nécessite des espaces de solitude, des moments où rien n'est demandé ni donné. Ces vides ne sont pas des ruptures dans la relation, mais des respirations qui lui permettent de s'approfondir. La puissance du vide se manifeste également dans notre rapport au temps. Dans une époque où chaque minute doit être productive, où les agendas sont saturés d'activités, le Kong nous invite à préserver des plages de temps non planifiés. Ces moments apparemment vides sont souvent ceux où émerge la créativité, l'intuition, la compréhension profonde. Comme le dit un proverbe zen, « Médite pendant 20 minutes chaque jour, sauf si tu es trop occupé. Dans ce cas, médite 1 heure. » Le vide dont parle le Tao Te Ching n'est pas un néant absolu, mais un champ de potentialité. C'est l'espace où tout devient possible, le terreau fertile où peut germer l'inattendu. Dans le processus créatif, par exemple, les moments de vide apparents, ce que nous appelons parfois le blocage de l'écrivain ou la page blanche, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des phases nécessaires de gestation. Cette conception du vide a des implications profondes pour notre époque. Face aux crises écologiques, elle nous invite à considérer que la solution n'est peut-être pas dans l'ajout de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources, mais dans la préservation d'espaces vides, tant physiques que temporels.
Face à l'anxiété généralisée, elle suggère que la paix ne se trouve pas dans l'accumulation de sécurités externes, mais dans l'acceptation du vide intérieur. La vertu du vide nous enseigne finalement une forme de sagesse paradoxale. C'est en cessant de vouloir tout remplir, tout contrôler, tout posséder, que nous accédons à une plénitude plus authentique. Comme l'eau qui prend la forme du vase qui la contient, notre vie s'épanouit dans les espaces que nous savons préserver vides. Le Kong n'est pas une philosophie de la privation, mais une voie vers une richesse plus subtile, où l'absence devient présence et où le vide se révèle plénitude. Le détachement, tel que l'enseigne Lao Tse, constitue avant tout une réponse à la souffrance humaine. Cette souffrance naît de notre tendance à nous identifier à ce qui, par nature, est impermanent. Nous nous accrochons désespérément à nos possessions, nos relations, nos idées, créant ainsi un édifice illusoire que nous prenons pour notre identité véritable. Le sage nous invite à observer comment cet attachement opère dans notre vie quotidienne. Nous accumulons des biens matériels, croyant qu'ils nous apporteront la sécurité. Nous nous agrippons à nos opinions, pensant qu'elles définissent qui nous sommes. Nous nous identifions à nos émotions, les confondant avec notre nature profonde. Or, cette identification est la source même de notre servitude. Le détachement apparaît alors non comme un renoncement austère, mais comme une compréhension libératrice. C'est la reconnaissance que notre nature véritable transcende tout ce à quoi nous nous attachons habituellement. Comme l'eau qui coule sans rien retenir, l'être détaché participe pleinement à la vie, tout en restant intérieurement libre. Le détachement, selon Lao Tse, opère à travers une dialectique subtile entre l'être et l'avoir. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de transformer radicalement notre relation à lui. Cette transformation s'articule autour de 3 moments essentiels. Le premier moment est celui de la reconnaissance de nos attachements. Nous prenons conscience de la manière dont nous nous enchaînons nous-mêmes à travers nos désirs et nos peurs. Cette prise de conscience est déjà un début de libération. Le deuxième moment est celui du lâcher-prise actif. Ce n'est pas une passivité résignée, mais une action consciente de dessaisissement. Nous apprenons à tenir les choses légèrement, comme on tient un oiseau, assez fermement pour qu'il ne tombe pas, assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. Le troisième moment est celui de la liberté retrouvée. En nous détachant de ce qui n'est pas essentiel, nous découvrons notre nature véritable, qui est spacieuse comme le ciel, fluide comme l'eau, stable comme la montagne. Le détachement culmine dans un paradoxe fécond. C'est en renonçant à la possession que nous trouvons la véritable richesse. Ce paradoxe se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau matériel, le détachement nous libère de l'esclavage de la possession. Nous découvrons que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est. Comme le dit Lao Tse, celui qui sait se contenter est toujours satisfait. Au niveau émotionnel, le détachement nous permet de vivre les expériences plus pleinement. N'étant plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre dans leur pureté, sans les alourdir de nos projections et de nos peurs. La joie devient plus légère, la tristesse plus transparente. Au niveau spirituel, le détachement révèle la nature illimitée de notre être véritable. En nous libérant de nos identifications limitatives, nous découvrons ce que Lao Tse appelle le Tao, la source inépuisable de toute existence. Cette plénitude paradoxale du détachement n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante.
Elle se manifeste dans la simplicité naturelle de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à obtenir. C'est l'état de celui qui, selon l'image de Lao Tzu, agit sans agir, enseigne sans parler, laisse toute chose s'épanouir d'elle-même. Lao Tzu nous invite à une révolution intérieure profonde. Il nous propose non pas un appauvrissement de l'existence, mais une manière plus sage et plus libre d'habiter le monde. Dans une époque marquée par la frénésie de l'accumulation et la tyrannie du désir, cet enseignement millénaire nous offre une voie vers une authenticité retrouvée et une paix durable. Le détachement se trouve une observation fondamentale sur la nature de la possession. Le désir de posséder naît d'un sentiment d'incomplétude, d'une croyance que l'acquisition de certains objets, statuts ou expériences comblera un vide intérieur. Mais cette promesse se révèle invariablement illusoire. La possession engendre un cycle paradoxal. Plus nous possédons, plus nous craignons la perte. L'accumulation, loin d'apaiser notre inquiétude existentielle, l'intensifie. Chaque nouvelle acquisition devient une source potentielle d'anxiété, nécessitant protection, maintenance et attention constante. Ainsi, l'homme riche devient-il le serviteur de sa richesse, le collectionneur l'esclave de sa collection. Le processus par lequel nos possessions se transforment en chaînes est subtil et progressif. Au début, l'objet désiré promet liberté et satisfaction. Une grande maison promet confort et statut. Une collection d'art promet raffinement et culture. Un titre prestigieux promet reconnaissance et pouvoir. Mais chacune de ces possessions exige de nous une forme de servitude. La maison demande entretien constant et ressources financières. La collection d'art requiert protection et conservation. Le titre impose des responsabilités et des attentes sociales. Ce qui devait nous libérer finit par nous contraindre. Ce qui devait nous élever finit par nous ancrer plus profondément dans la matérialité. La possession révèle ainsi sa double nature. Elle est à la fois avoir et être eu. Posséder quelque chose signifie entrer dans une relation de dépendance mutuelle où la distinction entre possédant et possédé s'estompe graduellement. L'homme d'affaires possède son entreprise, mais n'est-il pas également possédé par elle, son temps et son énergie vitale absorbés par ses exigences? Cette réalité s'étend au-delà du matériel. Nos idées, nos croyances, nos opinions peuvent également devenir des possessions qui nous possèdent. Un point de vue rigide devient une prison intellectuelle, une conviction inébranlable, une limitation à notre compréhension du monde. Le sage nous montre qu'il existe une autre façon d'être au monde, une façon qui ne passe pas par l'accumulation et la possession. Il nous invite à découvrir une richesse qui ne peut être ni acquise ni perdue, car elle est inhérente à notre nature profonde. La vraie liberté, selon Lao Tzu, réside dans notre capacité à utiliser les choses sans en être possédé. C'est l'art de vivre dans le monde sans que le monde ne nous possède. Cette liberté se manifeste dans une relation plus fluide et plus sage avec tout ce qui nous entoure. Au lieu de chercher la sécurité dans l'accumulation, nous la trouvons dans notre capacité d'adaptation. Au lieu de chercher la valeur dans la possession, nous la découvrons dans l'être. Au lieu de nous attacher aux choses, nous apprenons à apprécier leur présence transitoire dans notre vie. Le paradoxe fondamental du détachement, tel que l'enseigne Lao Tzu, réside dans une vérité contre-intuitive. C'est en renonçant que nous recevons, en abandonnant que nous nous enrichissons. Cette apparente contradiction cache une sagesse profonde sur la nature de la richesse véritable.
Dans notre conception habituelle, la richesse s'accumule par l'acquisition et la conservation. Nous amassons des biens, des connaissances, des expériences, pensant nous enrichir. Mais Lao Tse nous révèle une dynamique plus subtile. Plus nous nous accrochons, plus nous nous appauvrissons intérieurement. Notre avidité crée une tension constante qui nous empêche de goûter la plénitude déjà présente. Le détachement opère comme une alchimie intérieure. En transformant notre rapport à la possession, il transmute notre expérience de la vie elle-même. Comme l'eau qui prend la forme de son contenant tout en restant libre, l'être détaché participe pleinement à la vie sans être prisonnier de ses formes. L'abandon du contrôle compulsif révèle une dimension insoupçonnée de notre être. Tant que nous sommes dans la crispation du désir et de la peur, nous ne pouvons percevoir cette abondance naturelle qui est notre héritage véritable. C'est comme si nous serrions le poing sur quelques pièces de monnaie, ignorant que nous sommes assis sur une mine d'or. Cette abondance intérieure se manifeste de multiples façons. Dans le silence du détachement, nous découvrons une joie qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Dans l'espace créé par l'abandon des certitudes, une sagesse naturelle peut émerger. Dans le relâchement de nos tensions, une énergie nouvelle devient disponible. La vraie richesse, nous dit Lao Tse, n'est pas quelque chose à acquérir, mais à découvrir. Elle est déjà là, comme le soleil derrière les nuages. Le détachement ne fait que dissiper les nuages de nos attachements pour révéler la lumière toujours présente de notre nature essentielle. L'image des mains ouvertes capture parfaitement la sagesse du détachement. Des mains crispées sur leur possession sont incapables de recevoir quoi que ce soit de nouveau. En revanche, des mains ouvertes manifestent une double capacité, celle de laisser partir et celle d'accueillir. Cette ouverture transforme radicalement notre rapport à la vie. Au lieu de chercher à saisir et retenir, nous apprenons à accueillir et apprécier. Les expériences peuvent alors se succéder naturellement, comme les perles d'un collier, chacune appréciée pour ce qu'elle est, sans attachement ni rejet. Les trésors plus précieux dont parle Lao Tse ne sont pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. Ce sont la paix intérieure que rien ne peut perturber, la clarté qui voit au-delà des apparences, la liberté qui demeure inaltérée au milieu des changements. Ces qualités émergent naturellement lorsque nous cessons de nous cramponner à nos possessions illusoires. Ce paradoxe du détachement constitue peut-être la clé de la sagesse taoïste. C'est en renonçant à notre quête compulsive de complétude que nous découvrons que nous sommes déjà complets. C'est en abandonnant nos stratégies d'acquisition que nous accédons à une richesse qui transcende toute possession. Comme le dit Lao Tse, celui qui a compris cela a trouvé le secret de la vie authentique